Bonjour à tous. Merci d'avoir pris du temps pour ce webinaire, donc qui sera présenté par Frédéric Choulec, qui introduira André Gallet tout à l'heure. Juste deux mots sur l'association pour ceux qui ne connaîtraient pas bien notre association de biotechnologie végétale. Donc, c'est une association créée en 2009 pour parler et défendre les biotechnologies végétales au sens large du terme et dans leurs utilisations, que ce soit en agriculture ou dans le domaine alimentaire ou industriel. J'en dirai pas plus à ce stade-là. Si vous voulez plus d'informations, il existe un site web, AFBV ou Association française des biotechnologies végétales, et vous trouverez des informations complémentaires à la fois sur l'association et sur ce que l'on a comme activité et qu'on publie sur le site. Et il y a la possibilité, si vous le souhaitez, de devenir adhérent de l'association. Donc peut-être simplement, je vais passer la parole à André, que tu puisses introduire Frédéric Choulet en quelques mots. Oui. Et puis après, avant que Frédéric attaque, peut-être quelques recommandations techniques sur le fonctionnement de Zoom, si besoin, par Yvette. Oui. OK, André. Oui, bonjour à tous. Bonjour Frédéric. Donc c'est un plaisir pour moi de présenter Frédéric Choulet. Frédéric Choulet est ingénieur de recherche au département biologie et amélioration des plantes d'INRAE. Il effectue ses travaux de recherche à l'UMR INRAE Université de Clermont, donc Clermont-Ferrand, et sa spécialité est la bioinformatique des génomes. Il a été particulièrement impliqué dans le séquençage du génome du blé tendre dans le cadre du consortium international de séquençage du génome du blé. Et au-delà des aspects méthodologiques, des développements bioinformatiques, Frédéric mène des recherches qui visent à caractériser la variabilité des génomes aux échelles inter- et intraspécifiques. Il est donc particulièrement compétent pour nous parler du sujet de ce webinaire, séquençage, annotation et pangénomique chez le blé. Donc, Frédéric, vous avez la parole. Merci André pour l'introduction. Merci Georges et Yvette. Je vais partager mon écran. Ça marchait il y a 5 minutes. J'ose espérer que ça remarche maintenant. Je le pense. Donc, je ne vois pas le chat. Donc, voilà, je compte sur vous pour modérer. S'il y a des questions brûlantes, je peux être interrompu, il n'y a pas de souci. Voilà, je vous remercie pour l'introduction. Je remercie aussi Thierry, qui n'est pas encore là, qui s'excuse. C'est lui qui m'a aussi personnellement invité à parler finalement de ce que je fais sur le génome du blé au JDEC. Donc, Thierry est un collègue dans l'unité JDEC. Alors, il m'a demandé de parler de pangénomique, avec un bien grand mot. Alors, je ne suis pas forcément le mieux placé, à mon avis, pour parler de pangénomique, mais ça m'a permis, peut-être, ce séminaire, de faire une biblio un petit peu plus exhaustive que celle que je connaissais déjà. Et puis, je vais vous présenter finalement qu'est-ce qu'on connaît, enfin, qu'est-ce qui a été publié sur la pangénomique chez les plantes, où on en est chez le blé, qu'est-ce que nous, dans l'équipe, personnellement, on a fait en termes de comparaison de génome chez le blé et qui touche à la génomique comparée. La génomique comparée, voilà, on est dans le champ de la pangénomique. Donc, j'ai une introduction qui est plutôt longue, puis pas mal de résultats d'ailleurs, donc il ne faut pas hésiter à me dire si je dépasse mon temps, je risque de parler beaucoup. Voilà, donc voilà, pour les gens qui ne connaîtraient pas le JDEC, voilà, c'est une unité à la fois INRAE et Université Clermont-Auvergne, donc on est basé à Clermont-Ferrand. Une unité d'une centaine de personnes qui travaillent sur le blé, soit d'un point de vue assez fondamental sur la structure des génomes, comme je le fais moi, et puis on a aussi beaucoup de gens qui s'intéressent aux traits d'adaptation du blé. Voilà, donc j'ai 6 points. Mon premier point, c'est un point introductif sur le blé, les triticées, où on est dans l'arbre phylogénétique des plantes, et une introduction sur la pangénomique. La pangénomique, ça a débuté chez les bactéries. Maintenant, voilà, c'est un mot qu'on trouve un petit peu partout. Simplement, voilà, pour repositionner tout le monde, je ne sais pas quel est mon auditoire, c'est pas forcément facile de parler à un écran. C'est un exercice un peu difficile, je ne sais pas si tout le monde maîtrise, mais bon, voilà, j'ai des diapos introductives. Voilà, on est chez les poacées, chez les plantes.
Donc, chez les poacés, on retrouve voilà, parmi les espèces pour lesquelles des génomes ont été disponibles assez rapidement, hein, le riz, début des années 2000, le maïs, le sorgho, brachypodium parce que c'est voilà, une espèce avec un génome de toute petite taille, hein, c'est mon histogramme ici, hein, toute petite taille, qui était un représentant finalement, un bon représentant proche des triticées, parce que le problème des triticées, comme l'orge et le blé, c'est que ce sont des espèces à génome voilà, de grande taille, qu'on a, qu'on a nommé avec des lettres au moment où on faisait de la cytologie, hein, j'imagine, moi je ne faisais pas encore de recherche à l'époque, mais tous ces génomes ont été nommés A, B, D, H, R, U, N, il y en a tout un tas, et ce sont des génomes qui partagent quand même des caractéristiques communes, voilà, une taille haploïde autour des 5 gigabases, hein, que ce soit chez l'orge, le blé, et le blé, la complexité supplémentaire, le blé tendre en tout cas, c'est que c'est une espèce voilà, qui accumule ces 3 génomes, je vous parle ici de la génomie comparée donc les triticées, c'est autour de 12-13 millions d'années de divergence. Génie de ces génomes AB, les génomes qui ont divergé dans la bibliographie. Hein. On va trouver des estimés d'années de divergence pour les génomes AB, donc des espèces sauvages qui sont tout d'abord un tétraploïde, finalement a été dur, et du génome D assez récemment, voilà, autour d'il y a 10 000 ans, pour donner une espèce qui n'a pas vraiment d'équivalent sauvage, hein, qui est une espèce uniquement cultivée, critique comestible. Ce génome, voilà, moi ça fait une quinzaine d'années finalement que je suis au GDEC et on est passé par toutes les étapes de la génomique du séquençage, on allait cloner des petits fragments dans des bacs, séquencer des bacs, etc. On va dire que les choses ont bien avancé depuis et on commence à être dans l'ère où voilà, on s'intéresse plus seulement à un génome de référence, mais à un ensemble de génomes, de tout un tas d'accessions, parce qu'on a compris que finalement un seul représentant, un seul individu ne donnait pas une information finalement suffisamment éclairée pour connaître toute la biodiversité de l'espèce. Et c'est un peu ça qu'il y a derrière le concept de pangénomique. Donc ce génome, comme je disais, voilà, la complexité, c'est 15 gigabases, donc il faut imaginer à peu près 5 fois la taille du génome humain. Hexaploïde, ce n'est pas forcément un problème, l'hexaploïdie. C'est même plutôt souvent un avantage quand on analyse ce génome, puisqu'on se retrouve à analyser 3 génomes qui seraient de 3 espèces différentes. Donc finalement, les comparer nous donne beaucoup d'informations sur leur contenu en gènes, par exemple. Donc j'en parlerai. Et puis un point voilà, à connaître, c'est que c'est 85% de la séquence du génome du blé, c'est des éléments transposables. Des éléments transposables qui sont plutôt bien caractérisés aujourd'hui, donc on peut dire que ce n'est pas forcément non plus une limite indépassable. Donc c'est à noter ces éléments transposables, j'en parlerai d'ailleurs dans mes résultats. Et la variété de référence, voilà, je vais en parler souvent, ça s'appelle Chinese Spring pour les gens qui ne sont pas dans le blé, pas dans la communauté, mais Chinese Spring, voilà, ça a été la variété de référence pour laquelle on s'est battu pour obtenir un premier génome de référence qui a été publié en 2018. Et ce Chinese Spring, on a réussi à assembler 21 chromosomes, hein, 21 séquences pour 21 chromosomes, ça a été voilà, une grande avancée à l'époque. Et voilà, moi j'ai participé notamment à l'annotation de ce génome et à son analyse, et on va dire que le nombre qu'on cite toujours, c'est 107 000 gènes, et on verra ce qu'il y a derrière. Enfin, je vais essayer de vous faire une présentation qui n'est pas forcément une avalanche de chiffres, mais plutôt voilà, mon opinion sur ce qu'il y a derrière ces chiffres, comment il faut les interpréter, qu'est-ce que ça veut dire, quelles sont les limites, quelles sont les incertitudes derrière tout ça qui font que la pangénomique pose quand même des problèmes. On peut toujours calculer les pourcentages, mais souvent, je pense qu'on est face à des problèmes méthodologiques et d'incertitudes aujourd'hui qui font qu'il faut faire très attention à ce qu'on fait en termes de bioinfo, notamment, qui est un domaine où la reproductibilité et la précision n'est pas forcément toujours au rendez-vous. Donc 107 000 gènes, 4 millions d'éléments transposables. Voilà le contenu de ce génome. Si ça te chatte, s'il y a des questions, etc., voilà, Yvette, Georges, André, il ne faut pas hésiter à me couper. Je présente toujours un petit peu aussi une vision comme ça d'une petite région du génome du blé pour que les gens aient conscience de ce qu'on analyse. Voilà, vous avez en rouge les gènes, hein, voilà, ce qui va intéresser les sélectionneurs ou les chercheurs qui travaillent sur voilà, les gènes impliqués dans le contrôle des caractères d'intérêt. Donc ces gènes vont être noyés finalement dans 85% du reste du génome qui se trouve être des éléments transposables. Ces éléments transposables, voilà, ce sont des séquences qui sont souvent pas soumises à pression de sélection, hein, qui évoluent vite, qui vont être délétées, qui vont également s'amplifier, créer des copies d'elles-mêmes, aller s'insérer. On a du mal à comprendre voilà, quelle est la régulation derrière tout ça et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, voilà, des éléments s'insèrent, transposent, etc. Mais en gros, la situation aujourd'hui, dans le génome du blé, elle est assez facile à reconstruire. Vous voyez, on a des éléments qui sont en fait souvent assez complets, hein, des éléments transposables
dont on arrive à retracer même l'histoire évolutive. C'est-à-dire que vous avez un vieil élément ici qui s'est fait interrompre par des insertions d'autres éléments, en jaune par exemple, et puis l'élément jaune, bah, il est vieux, il s'est fait interrompre par d'autres éléments, etc. Donc on peut même reconstruire l'histoire évolutive d'un locus en disant, bon, là on a les éléments jeunes, là on a les éléments vieux, et les vieux vont finir par disparaître, hein, parce qu'ils vont être perdus, et ils vont être remplacés par des jeunes, ce qui crée une sorte de turnover au cours de l'évolution, qui fait qu'à un moment donné, entre des génomes A, B et B, on n'a plus grand-chose en commun en termes d'éléments transposables, et il ne reste plus que les gènes, hein, qui sont soumis, eux, à pression de sélection. Donc voilà un peu le paysage d'une région telle qu'on peut la noter, alors quand on fait de la notation de précision, hein. C'est-à-dire qu'on va vraiment se pencher sur cette région et on est capable de dire voilà, où sont les éléments transposables et où sont les gènes. Quand on fait de la notation, on la fait souvent de façon automatique avec des programmes et on n'est pas capable de faire des choses aussi bien. Et c'est aussi ça que je veux dire, c'est que le niveau de qualité derrière, il faut bien avoir conscience qu'entre une annotation expertisée et une annotation automatique, ça n'a strictement rien à voir. Et voilà, je vous présenterai quelques résultats à propos de ça, enfin, qui font prendre conscience de ça. Donc aujourd'hui, voilà, je vous ai dit, le génome de Chinese Spring, il a été publié en 2018. C'est un petit peu l'avalanche, hein, depuis 2018, du nombre de génomes chez les triticés, en tout cas, qui sont séquencés à un haut niveau de qualité, puisque les technologies de séquençage maintenant ont suffisamment évolué pour qu'on soit capable, finalement, avec quelques dizaines de milliers d'euros, on va dire, à produire un génome de blé de super bonne qualité, enfin, qui n'a plus rien à voir avec ce qu'on faisait il y a 10 ans. Donc, ce qui s'appelle des Reference Quality Assemblies. On va trouver RQAs dans la littérature. Voilà, vous avez maintenant quasiment une quinzaine d'espèces, hein, qui soient des Aegilops, des Triticum, qui sont complètement séquencées. Donc, j'ai repris Starb, là, qui est assez récent, de Lietal dans le 2022, là, qui présente finalement tous les génomes pour lesquels enfin toutes les espèces, hein, pour lesquelles on a un génome de référence bien séquencé. Et on va retrouver finalement le génome A du blé qui est apparenté à Urartu, qui est le diploïde sauvage représentant du génome A. Le D qui est très très apparenté à Taoshi, hein, l'espèce sauvage voilà, qui aurait hybridé avec le tétraploïde pour donner l'exaploïde moderne. Et puis pour le génome B, bon, c'est moins clair, mais on a Speltoides qui est beaucoup plus éloigné, mais qui est le meilleur représentant qu'on ait diploïde sauvage du génome B de Estivum. Ça, c'est pour l'interspécifique, hein, l'ensemble des triticés. Alors après, je ne fais pas la liste de tous les ordéums, toutes les orges, mais c'est pareil, il commence à y avoir beaucoup d'ordéums vulgares qui sont disponibles et séquencés. Mais rien que chez les Estivum aujourd'hui, si j'ai fait le bilan hier ou avant-hier, on en est à Chinese Spring plus 17 autres aujourd'hui, 17 autres génomes totalement assemblés, séquencés, et pour lesquels on pourrait envisager de faire voilà, un pangénome qu'on n'a pas aujourd'hui. On a énormément d'autres données hein, chez le blé, des données de génotypage, de reséquençage, etc. Je présente le travail réalisé par mon ancien collègue Étienne Pau, hein, qui était au JDEC pendant des années, avec qui j'ai beaucoup travaillé. Étienne Pau, François Balfourier, Sophie Boucher ont publié finalement une analyse phylogénétique de la diversité mondiale des blés, à partir de 4500 accessions, et on voit qu'on a une structuration Asie-Europe entre les variétés de blé qui est assez claire, et voilà, on a tout en main aujourd'hui pour faire de la pangénomique de qualité en allant chercher peut-être un représentant dans chacun de ces groupes pour avoir finalement un génome bien assemblé, bien annoté, qui est un représentant de chacun de ces groupes monophylétiques. C'est ce vers quoi on tend. Je suis toujours dans mon introduction, hein, j'en suis à vous parler du blé. Maintenant, je bascule sur l'aspect pangénomique. Alors, la pangénomique, ça a commencé évidemment chez les bactéries, puisque c'est là qu'on a commencé à avoir beaucoup de génomes de la même espèce, on va dire, dès le début des années 2000. Puis, voilà, tout le monde cite un peu cet article fondateur, je ne connaissais pas trop, je suis allé le lire, du coup, Tételin et al. 2005. Moi, j'ai quitté la microbiologie en 2006, vous voyez, j'ai fini ma thèse chez les Streptomyces en 2006. Et je voyais bien qu'à l'époque, il y avait une explosion avec la technologie 454, là, du nombre de génomes qui étaient disponibles. Et puis voilà, je pense que le terme pangénomique est né un petit peu à ce moment-là, où on disait, bah, voilà, maintenant on est capable de travailler avec 8, 10, 20, 30, 40 génomes de l'Astes Streptococcus à Glacier. Et lorsqu'on aligne ces génomes, ce qu'on voit, c'est des îlots de variabilité, en fait, hein, les îlots de gènes qui vont être en présence-absence dans une espèce. Et tout ça fait naître voilà, des termes un peu du vocabulaire qu'on utilise maintenant beaucoup, hein, où on va différencier finalement un corps génome, c'est l'ensemble des gènes partagés dans l'espèce, si on travaille sur une espèce. Hein. Et si on peut le faire à l'échelle du genre,
la famille, etc. Mais voilà, on va distinguer un corps génome et un génome qu'on appelle dispensable parce que bon, il va être utile, mais dans certains environnements, on va dire. Et finalement, ces gènes dispensables, ils ont souvent un intérêt bien particulier parce que c'est justement eux qui expliquent l'adaptation de l'espèce. Et tout ça fait le pangénome. Donc, on retrouve pas mal de graphiques qui sont toujours un peu les mêmes, hein, où on fait une extrapolation. Finalement, là, ils ont 8 génomes, mais s'ils extrapolent, ils voient que leur corps génome, ça représenterait 1800 gènes à peu près sur les 2200. Donc, on va dire qu'on a un corps génome fait de 80% des gènes, et puis 20% des gènes chez un individu donné, chez une souche. 20%, ça fait partie de ce qu'on appelle le génome dispensable. Voilà, ce 20%, 80%, il revient quand même assez souvent, je dois dire. Bon, c'est à mon avis très variable, hein, mais c'est quelque chose qui revient très souvent, et même chez les plantes, on va le voir. Je continue d'introduire le vocabulaire pour les gens qui ne sont pas dans le domaine, mais voilà, dans la pangénomique, on parle de gènes en présence-absence ou de gènes en copie multiple. Tout ça, ce sont des types de polymorphismes moléculaires, hein, qui ne sont pas simplement du SNP, mais qui sont des polymorphismes de plus grande taille et qu'on va appeler des variations structurales. Les variations structurales, voilà, on en distingue deux types, les PAV, les CNV, pour de la présence-absence, variation présence-absence et variation du nombre de copies de gènes, ici en orange. Voilà pour le vocabulaire. Tout de suite, cette distinction corps dispensable s'est vite complexifiée en fait à travers les années. Alors je cite des vieux papiers, hein, mais quand on a commencé à avoir des centaines de génomes d'archées et de bactéries, voilà, chez Koonin et Wolf, là ils ont introduit finalement une complexification du concept parce que c'est pas juste corps et dispensable, hein, ils ont différencié finalement ce qui est persistent genome, ce qui va être présent chez presque tous les individus, mais pas tous. Donc ils vont appeler ça du corps et du soft corps. Le shell, c'est les gènes qu'on va trouver chez 50% des individus, 40%, etc. Et puis le cloud genome, enfin les cloud genes, qui vont être les gènes qu'on va trouver spécifiquement chez un individu, une souche ou deux, et pour lesquels on a bien souvent du mal à savoir si c'est même un gène fonctionnel, en fait, hein, ou pas une erreur d'annotation, enfin, quelque chose qu'on a du mal à caractériser, en fait. Hein. Mais voilà, ça s'est complexifié au cours du temps, et même chez les plantes, on parle de cloud, shell et persistent genome. J'ai fait une bibliographie, donc, du coup, là, pour ce topo, finalement, de la pangénomique chez les plantes. Ça a démarré beaucoup plus tard, on va dire vers 2014. Par exemple, 7 génomes de soja, là, glycine soja, l'équipe de Scott Jackson est impliquée. Voilà. Eux, ils arrivent avec un génome dispensable d'autour des 20%. Donc, un petit peu ce que je disais avant, on retrouve ce chiffre de 20% du génome chez le soja serait dispensable lorsqu'on analyse 7 génomes et qu'on fait une extrapolation, quoi. J'ai une barre là devant mon écran, je ne vois pas très bien, mais c'est pas grave. J'espère que vous ne voyez pas cette barre et que vous voyez bien ce schéma. Chez Brachypodium, 54 génomes publiés en 2017, l'équipe de Vogel, la John Vogel. J'ai bien aimé cet article parce qu'il y a une représentation assez sympathique et qui me permet de vous dire aussi ce qu'il y a derrière ces chiffres. Donc on retrouve la présentation Cloud, Shell et Pangenome ici, finalement avec beaucoup de gènes présents chez un seul individu, on se demande si c'est même des gènes. Lorsqu'on aligne tous nos génomes, là, en vert, ils mettent le core genome, donc les gènes présents chez tout le monde. En bleu, le soft core, ceux qui sont présents chez presque tout le monde. Là, on le voit ici, presque tous les 56. Et puis, en orange et en noir, le génome qu'ils appellent Shell et Cloud. Donc, si on fait un comptage comme ça, simplement, moi, j'aurais tendance à dire, on est dans du 73-27%, donc 73, si on compte le core genome bleu plus vert, puis 27% pour un génome donné, 27% dispensable. En fait, ça dépend comment vous calculez, puisque vous voyez sur cet histogramme, sur ce camembert, pardon, si vous cumulez finalement tous les gènes qu'on va trouver dans le pangénome, hein, tous, et que vous faites un autre ratio, qui est le nombre de gènes corps sur le nombre de gènes total, vous tombez à 34-35%. Et c'est bien compliqué dans les publications, je trouve, de savoir de quoi les gens parlent vraiment. Et souvent, on utilise l'un ou l'autre de ces pourcentages, parce que des fois, ça nous arrange pour dire que c'est plutôt faible, c'est plutôt élevé. En fait, il vaut mieux s'intéresser à ce qu'il y a derrière les chiffres. Parce qu'on va trouver des publications qui vont dire, chez Brachypodium, le corps c'est 73,
puis il y a des publications qui vont nous dire le corps c'est 34, donc c'est faible. Voilà, donc c'est aussi pour alerter sur ce genre de choses qui n'est pas forcément encore très codifié, très conventionnel. Et derrière un pourcentage, c'est souvent pas ce qu'il y a. Voilà, Brassica oleracea, 9 génomes, 20% du génome dispensable. On retrouve ce 20%. Chez le riz, c'est marrant, on a retrouvé 20% de gènes dispensables sur 67 génomes séquencés. Alors j'ai bien aimé cette représentation où vous avez finalement en ligne là, tous les 40 000 ou 45 000 gènes du pangénome du riz. 42 000 gènes même du pangénome du riz, avec tous les gènes conservés là, qui vont faire le corps, et puis le dispensable ici. Donc encore une fois, selon le ratio que vous allez faire, vous trouvez, plutôt, si vous faites le dispensable sur le pangénome, vous êtes à 40%. Et puis si vous faites un autre ratio qui est de dire 20% des gènes d'un individu font partie du dispensable. Voilà, c'est plutôt ça que je commente, moi. Ensuite, je présente simplement quelques résultats sur le maïs, où finalement on peut faire de la pangénomique via de la transcriptomique, en séquençant massivement via RNA-seq. Là, c'est 500 accessions de maïs, donc ils ont trouvé 8 000 nouveaux gènes, 8-9 000 nouveaux gènes. Et puis, je cite aussi le travail de mon collègue Johan Joetz au Moulon, qui a comparé F2 et B73 chez le maïs, qui trouve environ, je crois, 2-3% de spécificité entre deux variétés de maïs, comme ça, 2-3% des gènes qui vont être en présence-absence. Mais surtout, ça me permet aussi d'introduire le fait qu'on tombe systématiquement dans ces articles sur quelque chose qui paraît assez clair, c'est que les gènes dispensables sont bien différents des gènes du corps. En ce fait qu'ils sont souvent, il y a une tendance, c'est des gènes qui vont être chez les plantes plutôt plus petits, codés par moins d'exons, souvent single exon. Ils vont tendance, ces gènes dispensables, à être moins exprimés, ou exprimés dans des conditions plus spécifiques. Ils vont avoir tendance à évoluer plus rapidement, à accumuler davantage de mutations que les autres. Et voilà, tout ça, c'est des caractéristiques qui font de ces gènes, les gènes qu'on a facilement, qu'on relie assez facilement aux fonctions d'adaptation et à la réponse à l'environnement. Donc voilà pourquoi ce génome dispensable est, à mon avis, si important à les caractériser. Je vais passer parce que je passe trop de temps à causer, mais j'avais envie de citer cet article de la tomate parce que les années passant, on commence à avoir énormément de génomes. Donc là, c'est 725 génomes de Solanome. Et c'est aussi pour illustrer ce que je disais tout à l'heure, c'est que ils annoncent 74% de core genomes et ils disent ce qui est vraiment frappant, c'est que c'est haut, c'est un high score pour un génome dispensable quand on compare aux autres. Alors, je vois des chiffres, 70, 62, bride wheat, 64. Alors, chez le blé, 64% en 2019. Déjà, je suis même pas sûr qu'on ait un pangénome à cette époque-là, mais je vous en parle. Et puis, on retrouve ce fameux 35% chez Brachypodium que je viens de vous présenter tout à l'heure. En fait, ça dépend un peu comment on le calcule. Ce 35%, il peut paraître faible, mais si on calcule un petit peu différemment, on tombait sur 75%. Voilà, donc c'est un peu une alerte sur tous ces chiffres génomiques qui font que souvent, on a du mal un petit peu à comparer tout ça. Et pourquoi ils citent le blé, 64% là, de corps génome, alors que je savais qu'on n'avait quand même pas grand-chose chez le blé à cette époque-là. Mais effectivement, comme le mot pangénome et le terme pangénomique a quand même été à un moment donné attractif à la publication, il faut bien être clair. C'était un mot bankable. Je ne sais pas si vous avez vu le nombre de publications que je viens de vous passer, c'est que des Nature. Je ne sais pas si Nature était très intéressé par ce terme-là, mais je n'ai cité que des Nature Genetics ou des Nature comme pour l'instant. Donc on sent bien que la pangénomique, c'est attractif, on va dire. Et en fait, si vous voulez, alors là, ils ne sont carrément pas embêtés, c'est Dave Edwards, je connais un peu, les Australiens, c'est carrément The Pangenome of Bread Wheat. C'était un petit peu le titre, un petit peu too much, je pense, mais c'est passé quand même. En 2017, évidemment, il n'y avait pas de génome du blé. Simplement, ils avaient des données reséquençage Illumina sur 16 accessions australiennes. On ne peut pas dire que ça représente très bien la diversité mondiale du blé, ces accessions australiennes, mais c'était déjà quelque chose d'analysable. Et eux, ils sont tombés sur 35% de gènes dispensables là-dedans. Et c'est beaucoup, c'est pas forcément, à mon avis, très juste. Et puis c'est un petit peu préliminaire, mais le fait est que cet article, puisque c'est écrit pangénome dans le titre, tout le monde va le citer.
C'est l'article fondateur chez le blé de la pangénomique. Et maintenant, quand on travaille et qu'on essaye de parler de pangénomique chez le blé, on est obligé de citer cet article et de dire pourquoi on ne trouve pas pareil. Il y a eu il y a 2 ans, donc 15 génomes de blé publiés, 15 génomes bien assemblés, publiés, qui était une avancée bien plus majeure vers un pangénome de blé, 15 accessions. On peut représenter leur proximité, on va dire, génétique sur cet ACP-là, ce qui est présent dans l'article. C'est une ACP classique, et on voit d'ailleurs que Chinese Spring est tout au bout de l'ACP. Donc, ce qui nous a servi de référent chez le blé pendant des années, voilà, il faut bien avoir conscience que Chinese Spring, c'est vraiment pas du tout le bon représentant de la diversité du blé. En tout cas, si on avait dû en choisir un, on n'aurait pas choisi celui-là, mais je me doute bien qu'il n'a pas été choisi pour ça. Bon, je ne fais pas l'historique de Chinese Spring, mais en tout cas, vous avez tout un tas maintenant de génomes séquencés dans cet ACP, et voilà, les conclusions de cet article, ils n'ont pas été jusqu'à construire le pangénome. En tout cas, ils ont essayé de faire une analyse de génomique comparée, et ils trouvent que 12% des gènes chez le blé seraient en présence-absence dans ces 15 génomes. Et surtout, ils galèrent un peu, si vous voulez, avec l'ensemble des gènes qui sont dupliqués. Je vais en parler, parce qu'il y a beaucoup de gènes dupliqués chez le blé, et ils concluent que 26% de ces gènes chez le blé vont avoir à être impliqués, sont impliqués dans des polymorphismes de type CNV. Je vais en reparler, mais effectivement, la duplication de gènes chez le blé, c'est un des mécanismes les plus fréquents, on va dire qu'on trouve le plus souvent en termes de polymorphisme. C'est le fait qu'un gène est présent en 2, 3, 4, 5, 6 copies, alors que chez un autre individu, ce n'est pas le même nombre de copies. Ce qui pose énormément de problèmes. Voilà, tout un tas de. Je termine mon introduction par finalement tout un tas d'outils. Moi, je ne vais pas en parler, mais il y a des outils qui se développent derrière la pangénomique, notamment une équipe à Paris qui développe Genomicus, là, qui est très très bien fait, où on peut naviguer sur les génomes et voir un petit peu qu'est-ce qui est conservé, pas conservé. Donc, il y a déjà le blé. Moi, j'alerte juste sur le fait que, attention, la notation des génomes du blé est fragile, et qu'on ne peut pas considérer que ce qu'on regarde là est 100% valable. C'est quand un gène est absent, souvent, c'est qu'il est mal annoté, etc. Donc ça, je vais en reparler. Et puis, on a tendance maintenant à représenter les pangénomes sous la forme de graphes. Je n'en parlerai pas beaucoup, mais je veux quand même citer le travail de l'équipe de David Valnet au Génoscope, qui a développé Pangolin. Je ne m'en suis jamais servi, mais c'est surtout dédié à la génétique bactérienne, je pense. Mais là, c'est sur 3000 génomes d'Acinetobacter, par exemple. Vous pouvez représenter en rouge donc l'ensemble des gènes qui vont être présents chez tout le monde, le corps génome, et puis vous voyez des boucles du graphe, qui sortent en vert comme ça, qui vont être le génome dispensable. Et c'est une façon maintenant de stocker l'information de pangénomique et même d'aller interroger le pangénome, c'est de construire des graphes. Mais on n'en est pas là chez le blé, évidemment. Allez, je passe ça, parce que bon, il est déjà 35. Je vais vous parler quand même de quelques résultats dans lesquels j'ai été impliqué. Donc évidemment, le séquençage du génome du blé et la comparaison des 3 génomes ABD qui forment le génome polyploïde d'Estivone. Publié maintenant en 2018, le temps passe. Plutôt que de vous donner une avalanche de chiffres sur tout ce qu'on a pu dire sur ce génome, je vais simplement essayer de recontextualiser dans justement le contexte de la pangénomique. Puisque un des travaux les plus évidents quand on fait de la pangénomique, c'est que on récupère les gènes qui ont été prédits par les équipes qui ont fait la notation, et ensuite on fait une analyse finalement de quels gènes sont présents, absents, en comparant ces gènes. Moi, je veux vous dire que quand on fait la notation d'un génome comme celui du blé, c'est excessivement compliqué de prédire les gènes, et il y a une immense part d'incertitude derrière ces chiffres-là, derrière ce qu'on appelle un gène, et on devrait toujours avoir conscience de ça avant de dire j'ai 10% de divergence entre mes 2 génomes. Bon, en fait, derrière ce 10%, ça peut être n'importe quoi. Donc la notation, on l'a faite à 3, entre une équipe au JDEC, l'équipe que j'anime au JDEC, nos collègues à Munich et les collègues à Earlham Institute de Norwich. Pourquoi on l'a fait à 3? Parce que chacun avait ses compétences, avait ses outils, et on s'aperçoit que quand on fait une annotation, on n'obtient pas du tout la même chose sur le même génome qui est Chinese Spring. Donc on a fait un énorme travail de mise en commun, si vous voulez, de nos prédictions,
pour retirer celles qui seraient un peu foireuses et puis donner un score. Alors le score, on le trouve souvent, en tout cas chez le blé, on parle comme ça depuis des années, on a des high confidence genes et des low confidence genes, donc les HCLC. Ce que tout le monde retient, c'est qu'il y a 107 000 gènes. En général, quand on n'est pas bioinformaticien et qu'on n'a pas envie de s'embêter avec ça, on dit qu'il y a 107 000 gènes chez le blé. Ouais, moi, je dis jamais ça. On a prédit 107 000 gènes high confidence. À peu près 35 000 sur A, 35 000 sur B, 35 000 sur D. Maintenant, à côté de ça, on a quand même prédit 161 000 gènes low confidence. Je ne sais pas si vous imaginez. On a une espèce de séquence là, qui des fois ont tendance à être exprimées quand on fait du RNA sec. Des fois ressemble un petit peu à une protéine connue chez quelqu'un, chez une autre espèce, mais on ne sait pas trop quoi faire avec ça, donc on est obligé de mettre des seuils statistiques. Mais la part d'incertitude est immense. Et je ne parle même pas des pseudogènes, dont on en a trouvé 300 000 dans un seul génome hexaploïde. Mais déjà, voilà, si on peut retenir qu'au-delà des 107 000 gènes, il y a 161 000 gènes low confidence, c'est déjà pas mal. Bon, à nous de faire en sorte voilà, d'updater ça à l'avenir pour aller vers quelque chose de plus clean. Et plus on aura de génomes, voilà, plus on aura d'infos pour aller vers quelque chose de haute qualité. Et il y a un sacré travail. Au-delà de ça, on peut faire de belles figures comme celle-ci qu'on met dans les publications. Pourquoi c'est compliqué? Je vous le montre parce que les gens qui ne font pas d'annotation, forcément, pas forcément, mais on utilise deux choses. Hein. On utilise la similarité de séquences avec des protéines connues. Hein. Évidemment, chez le sorgho, l'orge, taoshi, brachypodium. On se sert de tout ce qui est proche. Hein. On ne va pas jusqu'à Arabidopsis, mais toutes les plantes chez lesquelles la prédiction de gènes est plus facile, on va dire. On s'en sert, on aligne, on regarde qu'est-ce qui ressemble à de la protéine. Et voilà c'est évident. Vous avez plein d'évidences qui vous démontrent que là, vous avez un exon, là, vous en avez un autre, etc. Puis en plus, le RNA-seq vous démontre que tout ça est exprimé sous la forme d'une quinzaine d'exons, là, j'imagine, peut-être une vingtaine d'exons. Ça, c'est un gène high confidence, s'il n'y a pas de problème, on le garde. Mais vous avez énormément de gènes pour lesquels il n'y a pas grand-chose. Vous avez juste des petites similarités, comme ça, en rose, là, avec l'orge, avec le sorgho, c'est tout petit. Et un petit peu d'expression ici, mais ces gènes-là, on va finir par les garder parce qu'il faut les garder, mais on ne sait pas trop quoi en dire. Donc voilà ce qu'il faut, que j'aimerais que les gens retiennent quand ils travaillent sur le génome du blé. C'est qu'il y a une très grande incertitude, et cette incertitude, je vous donne un exemple ici, c'est qu'en 2017, par exemple, on avait 3 versions différentes du chromosome 3B de Chinese Spring. Je passe les détails, mais le chromosome 3B, il nous a beaucoup servi pendant 10 ans, on l'a séquencé avant les autres. Et ce 3B, il s'est retrouvé séquencé dans 3 initiatives internationales différentes. Donc on avait 3 fois le 3B de Chinese Spring, et 3 équipes différentes qui ont annoté le 3B. Nous, on avait 7000 gènes, les autres, on avait 7005, 5007 et 5008, par exemple. Alors certes, les assemblages ne sont pas les mêmes, mais quand même, la notation des gènes donne déjà des chiffres qui sont assez différents. Mais quand vous comparez ce qui est identique dans ces annotations, finalement, vous n'avez que 26% de gènes qui sont strictement identiques. Donc, 2 équipes qui ont fait la notation du même chromosome sur 2 assemblages différents terminent par dire que seulement un quart des gènes qui donnent à la communauté sont identiques en termes de séquence. Les autres, il manque un exon, il y a un exon de trop, ou il manque, etc. Puis là, on n'est même pas à 26%, on est à 12% de choses en commun. Donc c'est aussi pour nous donner l'idée que la notation, c'est compliqué. Et on s'en est rendu compte parce qu'en comparant les génomes ABD, on fait un petit peu de la pangénomique. C'est le pangénome ABD. On a envie de comparer le contenu en gènes de nos 3 génomes diploïdes de l'hexaploïde. En fait, on n'y arrive pas parce qu'il nous manque énormément de gènes qui sont présents dans les low confidence. C'est bien le problème. Donc au final, on a réinclus des low confidence genes pour faire ce travail de pangénomique, et parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup de low confidence, finalement, avaient des orthologues, ce qu'on appelle des homéologues, entre ces 3 génomes. Donc la situation chez le blé, elle est telle que vous avez 3 sous-génomes, ABD. Je remonte toujours le petit arbre phylogénétique ici. ABD, ils ont divergé il y a bien longtemps, entre 3 et 5 millions d'années, avant de fusionner
récemment pour donner un tétra et un hexaploïde. Mais le temps de divergence ici, il a été suffisamment long pour que ABD accumule un certain nombre de divergences, beaucoup de divergences. Et en fait, la situation dans laquelle on a un gène sur A, un gène sur B, un gène sur D, ce qu'on appelle des triades, elle n'est pas si courante que ça. C'est que 55% des cas, 55% de nos groupes sont des triplets homéologues. Pourquoi? Parce qu'il y a eu énormément de duplications. Voilà, 27% des gènes chez le blé sont des duplicats, et souvent des duplications en tandem, entre A, B et D. Ce qui complexifie grandement l'analyse, en fait, lorsqu'on va aller chercher du polymorphisme de type CNV dans d'autres accessions. Et puis des gènes qui auraient été perdus depuis la divergence ABD, il n'y en a pas énormément, mais ça représente 10% sur chaque sous-génome. On va dire à peu près, chaque sous-génome ABD a perdu 10% des gènes ancestraux. Voilà. Donc on est dans une situation assez compliquée chez le blé, où non seulement il y a de la polyploïdie, mais en plus vous avez énormément de single gene duplication. Ce qui fait que aller rechercher dans une accession pas connue, si ce gène rouge, par exemple, présente un polymorphisme de type copy number variation, c'est très très compliqué, par du reséquençage et du mapping de lecture. Donc j'en parlerai de ce qu'on a fait un petit peu plus tard. Mais avant ça, je voudrais vous parler de ce qu'on a fait sur les éléments transposables, puisqu'on a comparé les contenus en éléments transposables des génomes ABD, et on a conclu un certain nombre de choses dont j'ai envie de vous parler, donc avec mon collègue Thomas Vicker à Zurich. D'abord, encore une fois, rappeler l'importance de la notation. Quand on fait de la notation d'éléments transposables, si on l'a fait avec pas les bons outils et sans s'y intéresser, on a quelque chose qui est extrêmement morcelé, fragmenté. On a tout un tas de prédictions qui se chevauchent comme ça, et on a du mal à finalement en tirer une information pertinente. Ici, vous avez un élément orange, là, vous avez un élément bleu, et tout ça est prédit sous la forme de choses qui sont très fragmentées. Donc, il y avait un étudiant en thèse, Josquin Daron, qui avait développé un programme qui s'appelle Clarity chez moi. Et Clarity permettait justement de faire la clarté là-dessus, de reconstruire finalement une annotation de haute qualité où on a nos éléments complets et on sait lequel s'est inséré dans lequel. Et il avait fait ça à partir de tous les éléments transposables connus à l'époque, on avait 5000, il avait classifié tout ça, et il avait fait une banque qui s'appelle ClarityRep, qui maintenant est utilisée voilà, au niveau international pour faire de la notation automatisée, sans la regarder, des éléments transposables chez le blé. Les éléments transposables, lorsqu'on les annote, ce qu'on s'aperçoit tout de suite, bon, c'était connu il y a longtemps, c'est qu'ils se sont amplifiés massivement autour de 1 million d'années. Donc bien après la divergence ABD, mais bien avant la fusion, enfin l'hybridation chez les polyploïdes. Donc tout ça laisse à penser, et c'est le cas, on va le voir, que ces 3 sous-génomes ont évolué, ont beaucoup divergé sous l'amplification des éléments transposables. Il ne va plus rester grand-chose en commun. Et c'est le cas, quand vous alignez du A, du B et du D, finalement, vous n'avez, bon, c'est schématique, là, vous n'avez que les gènes en rouge qui sont conservés, et le reste, les régions intergéniques, n'ont plus rien à voir, parce que les éléments transposables, ils ont été perdus, et puis d'autres sont venus s'insérer à la place, ce qu'on a appelé le near complete TE turnover. Near complete, puisqu'il y a encore quelques éléments rares qui sont encore conservés entre ABD, mais c'est rarissime, en position orthologue, je parle. Voilà, ce TE turnover, il est bizarre parce que lorsque l'on compte finalement le nombre d'éléments transposables sur les génomes ABD, pour une famille donnée, on tombe souvent sur la proportion 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers. Et ça, c'est vrai pour toutes les familles. On a 500 familles d'éléments transposables. Et cette proportion 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers est super bizarre si on imagine qu'on a 3 génomes qui ont évolué de façon indépendante et dans lesquels on aurait pu imaginer que des éléments transposables s'amplifient massivement chez A, mais pas chez B. Ça, c'était plutôt l'attendu. Mais ce n'est pas le cas. En fait, les familles abondantes sont les mêmes. Et vous n'avez absolument pas eu de familles qui se sont amplifiées massivement chez A et pas chez B. En fait, voilà, pour les 3/4 des familles, vous avez une proportion qui est totalement similaire entre ABD, malgré qu'il n'y ait plus une seule copie qui soit orthologue. Et quand on fait des arbres phylogénétiques, on le voit tout de suite, sur une copie d'éléments transposables, vous avez un gros cluster B, un gros cluster A et un gros cluster D, voilà, qui nous démontrent que finalement les éléments transposables, ils ont continué à s'amplifier indépendamment chez A, chez B, chez D, qui étaient des diploïdes. Ils ont eu des variants, c'est des variants d'une famille ancestrale.
Et puis, au moment où il y a eu tétraploïdisation, on peut retrouver des fois des éléments qui ont amplifié chez le tétraploïde. Là, on a un cluster AB, et puis très peu chez le ABD. Voilà, donc tout ça est assez contradictoire, parce que voilà, on a une évolution indépendante qui finalement mène au même résultat, qui est que chaque famille s'est maintenue, une sorte d'équilibre. Lorsqu'elle représentait 10 000 copies, elle représente toujours 10 000 copies aujourd'hui. Sauf que ce n'est plus les mêmes. Est-ce que je peux vous demander quel temps il me reste? Si vous avez le chrono en main, Yvette, peut-être. Petit quart d'heure, 20 minutes? Petit quart d'heure? Ouais? Eh bien, c'est très bien. C'est parce que ça va être long. Voilà, pour aller un petit peu plus vite, on s'est intéressé à autre chose, puisqu'on était dans quelque chose d'assez contradictoire. On a été jusqu'à regarder finalement donc ces familles qui sont à l'équilibre là. Certaines sont plutôt intergéniques, puis d'autres ont tendance à vraiment être proches des gènes. Ça, c'est connu chez beaucoup de plantes, des éléments transposables qui ont l'air d'être plutôt proches des gènes dans les promoteurs, et puis d'autres, c'est pas le cas. On peut calculer ça sous la forme d'un enrichissement. Regardez si une famille est plutôt enrichie proche d'un gène ou pas. Si on fait ça, là, vous avez une vingtaine de familles. La première, ici, on voit qu'elle est enrichie dans les promoteurs des gènes. Mais c'est vrai sur A, c'est vrai sur B, et c'est vrai sur D. Alors que ce ne sont pas les mêmes copies qui se sont insérées en face des mêmes gènes. C'est ça qui est bizarre. C'est-à-dire que vous avez un comportement associé à cette famille. Cette famille, elle a tendance à s'insérer dans les promoteurs des gènes. Eh ben, c'était vrai ancestralement chez l'ancêtre d'ABD, c'est toujours vrai aujourd'hui. Et cette famille ne cible pas les mêmes gènes, mais se retrouve quand même dans les promoteurs des gènes. Et ce qui est marrant, c'est que c'est vrai pour cette famille, mais c'est vrai pour tout le monde, pour toutes les familles. Quand une famille a un comportement bien précis, c'est-à-dire qu'elle est plutôt intergénique ou plutôt génique, eh bien, elle garde ce comportement sur A, sur B et sur D, comme si c'était quelque chose qui était contrôlé, en fait. Ce n'était pas une transposition comme ça, un petit peu aléatoire, où on finit par transposer n'importe où, et puis advienne que pourra. En fait, c'est bien plus contrôlé qu'on imagine, la transposition des éléments transposables. En tout cas, c'est ce que nous dit cette analyse. Et si vous pensez que c'est vrai que pour les copias, en fait, bon, on l'a fait pour tout le monde, mais c'est toujours vrai. C'est-à-dire qu'il y a toujours la même tendance lorsqu'on est sous-représenté ou sur-représenté dans les promoteurs. C'est toujours vrai. Donc ça, c'était assez pertinent, intéressant, et on a beaucoup commenté ça. On a dit que finalement, l'évolution des éléments transposables chez le blé entre ABD nous dit ceci, c'est qu'il y avait des familles ancestrales qui formaient ce génome, même, on va dire ancestrales même jusque des triticés, pas que de ABD, mais même de l'orge probablement. Et puis ces familles ont été complètement remaniées, ces copies ont été perdues, d'autres se sont transposées, et au final, elles sont quand même quasiment toutes actives. Pas des familles qui ont été perdues, elles sont toutes actives, elles se transposent même un petit peu, et elles sont à l'équilibre, globalement, c'est-à-dire que quand ça représentait 10 000 copies ancestralement, il y a toujours 10 000 copies qui ne sont pas au même endroit, mais chez ABD. Ça nous a fait émettre l'hypothèse d'un rôle structural, qui est que tout ça est assez contrôlé, et qu'il y aura une pression de sélection sur finalement un rôle sur la structure, l'architecture du génome. Et pour s'en convaincre, on est allé jusqu'à calculer finalement les distances intergéniques qui séparent deux gènes, pour démontrer que en fait, les distances intergéniques, donc une région intergénique qui est composée de 30-40 copies d'éléments transposables, même si c'est plus les mêmes, même si les régions intergéniques ne se ressemblent plus du tout entre ABD, elles ont tendance à conserver la même taille, la taille ancestrale, qui séparait ce gène de celui-là. Et c'est ce qu'on montre ici avec ce pic rouge là, qui dépasse très largement l'attendu par hasard, qui est qu'il y aurait une sorte de pression de sélection sur la distance qui sépare des gènes, et qu'on ne peut pas simplement virer sans KB d'éléments transposables. Donc tout ça, ce sont des hypothèses, ça mériterait d'être testé, et puis on étudie ça maintenant à une échelle beaucoup plus fine, puisqu'on a plein de génomes maintenant assemblés, et je vous présenterai les résultats de Nathan qui est en thèse chez moi là-dessus. Mais avant de ça, je vais vous présenter nos résultats de réaction structurale
qu'on a obtenu dans le cadre de la thèse de Romain de Oliveira, qui est parti il y a 2 ans, qui était en thèse avec moi. Romain, il s'est attaqué à un problème bien précis qui est, on commence à avoir des données génomiques de plein d'individus différents, on peut en produire assez facilement, c'est très cher, mais on peut toujours pas, à l'époque, on ne pouvait pas assembler des génomes comme ça, des génomes de blé à moindre coût. Par contre, on pouvait produire des données de reséquençage, alors sur des exomes, par exemple. Voilà, donc ce qu'on a fait avec Romain, c'est qu'on a été échantillonner cette espèce de triticée, donc estivum, le blé tendre, puis spelta, cartlicum, macha, durum, dicocum, dicocoides, donc plutôt des tétraploïdes en général, des espèces sauvages tétraploïdes, quelques blés durs. On avait 45 accessions de triticum qui possèdent tous un génome B. Et dans ce génome B, on a été trier le chromosome 3B, donc je passe les détails, mais très longtemps, on a décomplexifié le génome en triant les chromosomes. C'est les collègues tchèques qui faisaient ça, chez Jaroslav Dolezel. Donc, ils nous ont trié 45 chromosomes 3B de 45 accessions différentes qu'on a pu reséquencer en Illumina, ce qui n'était pas trop cher, Illumina 30X, ce qui permettait, la grande avancée de cette étude, c'était de dire, plutôt que de comparer des hexaploïdes où plein de gènes sont dupliqués et en plus c'est polyploïde, on va se retrouver dans un fond diploïde. On a séquencé du 3B, on compare du 3B contre du 3B. Et au moins, on peut estimer quelle est l'ampleur de la variabilité qui affecte les gènes et les éléments transposables entre 2 estivomes ou entre un estivome et un durum. Voilà, c'était une étude pilote pour savoir un petit peu où on allait et quelle était l'ampleur de la variabilité. Donc, le 3B, ça représente quand même 850 mégabases à lui tout seul. C'est 7000 gènes et c'est 850 mégabases, donc j'ai un bon gros génome à lui tout seul. Voilà, donc il y a pas mal de techniques. Nous, ce qu'on a utilisé, c'est du mapping de reads sur un génome de référence. Donc, on avait 45 échantillons, 45 chromosomes 3B, séquencés en Illumina. On aligne ça sur Chinese Spring, qui est notre seul génome à l'époque disponible. Et on regarde un petit peu les variations du taux de couverture qui nous alertent sur le fait que ce gène en orange pourrait être en copy number variation. Typiquement, s'il y a une augmentation de la couverture de séquençage, c'est le signe qu'on a quelque chose, peut-être un polymorphisme. Donc on peut faire ça pour tous les gènes, regarder un petit peu le log ratio de la couverture, et regarder qu'est-ce qui sort un petit peu de la variation standard. Et ces gènes-là pourraient être ce qu'on appelle des up-CNV, donc des augmentations du nombre de copies d'un gène d'intérêt dans une accession donnée. Donc voilà, c'est ce qu'on a fait pour l'ensemble du chromosome 3B, on obtient ce genre de graphe. Vous avez pas mal de points qui sortent du bruit de fond, quoi. Et pour valider finalement le fait qu'un point pourrait mettre le doigt sur le fait qu'on a plusieurs copies du même gène, ce qu'on a cherché, ce sont des SNP, type hétérozygote. Ce n'est pas des hétérozygotes, bien sûr, c'est simplement le fait qu'on a 2 copies de gènes qui s'alignent au même endroit et que ces 2 copies de gènes ont une petite variation nucléotidique, ce qui nous indique que là, effectivement, oui, il y a bien un CNV, il y a bien un copy number variation, puisqu'on voit même des copies qui ont un petit peu divergé. Voilà, on a fait ça, je passe un petit peu les résultats, mais en gros, les chiffres clés, c'est que les gènes qui seraient chez le blé, là, sur le chromosome 3B, affectés par des polymorphismes de type PAV-CNV, représenteraient 20% des 7000 gènes du chromosome 3B. On retombe encore sur ce 20%, 80% du corps. Et puis on a identifié 330 nouveaux gènes, pas présents chez Chinese Spring. Et on a fait une analyse fonctionnelle et d'expression, et on retombe sur toujours un petit peu les mêmes conclusions, qui est que ces gènes dispensables ont des fonctions prédites qui sont plutôt reliées à l'adaptation au stress. Donc on a beaucoup de gènes type NBS-LRR, des gènes de résistance aux maladies, etc. Et sont exprimés dans des conditions un petit peu plus spécifiques et ne sont pas, comment on dit, à expression constitutive. On a fait un travail aussi pour aller faire de la variation structurale chez les éléments transposables, puisque c'est un peu mon dada. Les conclusions, c'est que pour ces 45 accessions, on a une variation des proportions d'éléments transposables qui sont faibles. En gros, on n'arrive pas à identifier d'espèces ou d'accessions, même d'estivum, où il y aurait eu amplification massive d'une famille d'éléments transposables. Ce qu'on aurait vu,
sur ce graphe-ci, voilà, qui n'est pas forcément simple à comprendre, mais en gros, on fait un ratio entre le nombre de copies d'une famille et le nombre de copies connues chez Chinese Spring. Si vous avez une famille d'éléments transposables qui burst, qui s'amplifie en 1000 copies alors qu'elle ne représentait que 10 copies chez Chinese Spring, on le verrait tout de suite puisqu'on aurait eu un gros point rouge avec un log ratio très élevé. En fait, ce qu'on peut voir, c'est que c'est plutôt gris comme fond. Là. Il n'y a pas grand-chose qui a bougé. C'est-à-dire que même dans d'autres espèces, on va retrouver, donc on a 500 familles d'éléments transposables ici en ligne, ben, il n'y a pas beaucoup de familles, je crois qu'il y en a 0, voilà, qui montrent, si vous voulez, une amplification de plus de 2 par rapport à ce qui est connu chez Chinese Spring. Donc on est toujours dans l'idée qu'on a une sorte d'équilibre et qu'il n'y a pas de burst massif d'éléments transposables dans aucune de ces espèces ou accessibles. L'autre façon d'étudier les polymorphismes qui touchent les éléments transposables, bon, je présente souvent ça, mais c'est de s'intéresser à l'extrémité entre deux éléments transposables. Parce que autant l'élément orange ou bleu est très répété, c'est difficile à analyser, parce que lui, s'il est présent 10 000 fois, c'est compliqué de savoir s'il est présent 10 000 une fois. Mais par contre, si on s'intéresse à son extrémité ici, elle est unique. Il ne s'est inséré qu'une seule fois dans l'élément bleu. Et ça, si on fait un mapping ici de Reeds et qu'on arrive à séquencer cette jonction, eh bien, on a l'indication qu'il n'y a pas de polymorphisme type PAV. Si on n'arrive pas à faire de mapping, ben on a un PAV. Et ce qui est bien, c'est que des ISBP, donc des jonctions comme ça qu'on appelle ISBP, il y en a partout, partout, partout. Il y en a tous les 3 KB en moyenne. Et on peut faire ça, donc du coup, à l'échelle du génome complet, et scorer le nombre de présence-absence des éléments transposables. Donc, on a une sorte de core TE et de dispensable TE, même si ça ne veut rien dire. Mais en gros, parmi ces 45 accessions, on a un taux de variation de l'ordre entre 10 et 20%. Quoi. Donc, entre 10 et 20% des éléments transposables, on va dire, 7 et 20% des éléments transposables, vont être affectés par des polymorphismes type délétion, voilà, PAV. Donc, c'est l'ampleur de la variabilité qu'on estime ici, autour des 15% quoi, en moyenne, du contenu en éléments transposables est variable lorsqu'on compare 2 génomes. Et lorsqu'on cumule tout, en fait, plus de 60% du génome des ISBP, enfin des éléments transposables, sont variables. Et c'est notamment très vrai dans les extrémités chromosomiques, je passe les détails, mais les extrémités chromosomiques, on avait publié qu'elles ont l'air d'évoluer plus vite que le reste du chromosome, et c'est vrai pour tous les chromosomes. On a des régions qui font en rouge, là, à 10-15% du chromosome, mais qui sont riches en gènes et qui évoluent plus vite et qui accumulent plus de polymorphismes. Là, par exemple, on est quasiment à 100% de polymorphismes cumulés sur 45 accessions. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas quasiment pas un seul élément transposable dans ces régions qui va être conservé chez tout le monde. Il a déjà subi une délétion chez quelqu'un. Allez, j'avance parce qu'il doit me rester plus que 5 minutes probablement, mais j'en suis à mon point 5 et je voudrais parler de Renan en dernier. Donc simplement, voilà, je voulais vous présenter le travail de Nathan Papon qui est en thèse actuellement avec moi. Il est peut-être même connecté, Nathan, je vais parler de ton travail. Voilà, parce qu'enfin, on a beaucoup de génomes assemblés. C'est bien plus simple que de travailler avec des reads, même si le travail de Romain était exceptionnel, mais maintenant, on peut mettre en place des méthodologies de comparaison de génomes et étudier cette variabilité et surtout regarder quelle est la part de transposition. Est-ce que ça transpose? Quelle famille transpose? Est-ce que la polyploïdisation a réactivé la transposition, etc. Voilà, des génomes séquencés, il y en a plein d'espèces, des tétraploïdes, des diploïdes. Donc nous, on va comparer les génomes A entre eux, les génomes B entre eux, les génomes D entre eux. Parce que entre A et D, il n'y a plus rien en commun en termes d'éléments transposables. C'est ce que je représente ici. Entre ABD, il n'y a plus rien en commun, il n'y a rien à aligner, donc pas grand-chose à dire. Par contre, entre du 3D et du 3D, de 2 accessions de blé, ou même de 2 espèces de triticum différentes, ça s'aligne parfaitement. Au-delà des gènes, même dans les éléments transposables, et on va voir ce genre de polymorphisme bien plus clair, sur des génomes bien assemblés, c'est facile à faire. Et on va pouvoir dire, voilà, ceci fait partie de la part variable, ceci fait partie de la part conservée. Donc c'est ce qu'a fait Nathan à l'échelle des génomes complets. En fait, si vous voulez, il redéfinit, il identifie une synthénie entre tous ces génomes. La synthénie, elle est très très conservée entre les génomes de triticum. Tous les gènes sont quasiment dans le même ordre, on va dire, presque. Exagère, mais en gros, voilà, c'est ça. Et il va compartimenter son analyse en disant, moi je m'intéresse aux régions intergéniques qui séparent le gène 4 du gène 5.
Puis je peux faire un alignement spécifiquement ici, donc je suis sur une petite région, c'est pas très compliqué. Ma région, elle fait 50 kb, 100 kb, je peux l'aligner, et puis je peux identifier les polymorphismes. C'est ce qu'il a fait à l'échelle du génome complet. Et les résultats, c'est que voilà, une part variable, une part conservée, hein, donc on est vraiment typiquement dans du corps génome pour un génome, mais bon, pour les éléments transposables, hein, effectivement. Et ce qu'on voit, c'est qu'à l'échelle interspécifique, donc on est autour des 10-20% en moyenne de la part du génome qui est variable, de la part des éléments transposables qui vont être variables entre triticés. Et puis entre estivum, entre génome de blé, on est plutôt autour des 5%. Donc si vous comparez deux génomes d'estivum, du Renan et du Chinese Spring par exemple, on est autour des 4, 5, 6% du contenu en éléments transposables qui a varié. Okay, donc c'est faible, et c'est encore plus faible pour les gènes. Et surtout, pas que c'est faible qui est grave, c'est que ça nous donne une image, une vision de l'évolution de ces éléments transposables assez intéressante, puisqu'on peut aller même chercher des éléments de transposition bien clean, bien clairs. Cet élément vert s'est inséré ici, parce que finalement, ici, on a un site qui est vide, sans l'élément. C'est un peu la preuve qu'il s'est inséré ici. Donc Nathan, je passe les détails, mais il a mis au point la méthode pour aller détecter spécifiquement ce genre de choses. Et ce qu'il voit, c'est entre 5 et 10 000 événements de transposition par sous-génome, pour le génome A, le B ou le D, environ 5 et 10 000 événements de transposition récents. Donc ça fait beaucoup. Ça nous permet de faire des stats sur quelle famille transpose, où, etc. Donc c'est super. Mais bon, c'est moins d'1% du génome, parce qu'il y a 4 millions de copies dans le génome. Donc c'est pas un bouleversement massif, mais on a quand même quelques milliers d'éléments de transposition. Et ce qu'on peut dire, c'est bien la confirmation de ce qu'on avait dit lorsqu'on avait comparé ABD, qu'on avait émis des hypothèses à l'époque, c'est que oui, toutes les familles, enfin toutes, on a 500 familles, mais il y en a plein qui représentent 1 ou 2 éléments, des fois. Il y en a quand même 238 familles, donc plus de la moitié, environ la moitié, pour lesquelles on a déjà trace dans les génomes analysés aujourd'hui d'une transposition récente. Donc on n'est pas du tout dans le schéma classique de dire les familles sont silencées, elles ne bougent pas, et puis on a un burst d'une famille qui va s'amplifier massivement et créer 10 000 copies d'elle-même. Parce que c'est un peu ça le dogme aujourd'hui, c'est de dire les éléments transposables, ils disparaissent, ils sont silencés, et puis c'est une famille qui échappe, qui fait son trou. C'est pas du tout ce qu'on voit chez les triticés, c'est le contraire, c'est que chaque famille, même si elle ne représente pas grand-chose, transpose un petit peu, fait des copies d'elle-même, pour se maintenir en sorte d'équilibre. L'impact de la polyploïdie, je peux vous le présenter sur un exemple ici, c'est quand on compare estivum et durum, et on regarde, entre estivum et durum, on peut diverger il y a très longtemps, mais on a déjà des événements de transposition qui sont spécifiques à l'un, spécifiques à l'autre, et on peut les dénombrer, regarder quelle famille transpose comment. Donc là, j'ai pris simplement Nathan, j'ai juste repris ces données. Après, les 10 familles les plus connues chez le blé, enfin les plus abondantes chez le blé, voilà les 10, pour faire des stats. Chez estivum, ce qu'on voit, c'est que, par exemple, la première est transposée 3000 fois, elle a fait 3000 copies qui sont absentes chez durum. On va dire, voilà, une insertion récente chez estivum, absente chez durum. Alors, ça ne suit pas trop l'abondance, c'est-à-dire que vous avez des familles abondantes qui font peu de copies, voilà, 67 là, puis l'autre d'à côté, 2000. Donc, ça ne suit pas l'abondance. On ne peut pas dire les grandes familles transposent beaucoup, les petites familles ne transposent pas beaucoup. Ce n'est pas tout à fait vrai. Tout le monde transpose à un rythme qu'on ne sait pas trop prédire. Par contre, ce qui est hallucinant, c'est là que ce n'est pas publié encore, mais c'est que si on regarde le nombre de transpositions d'éléments transposables chez durum qui sont absents chez estivum, c'est marrant, mais ça suit exactement les proportions. C'est-à-dire qu'on en avait 3000, 3000, 100, 100, 100, 100, 200, 200, 2000, 2000. Et ça, c'est un peu hallucinant. Ça voudrait dire qu'on a des familles, si vous voulez, qui transposent à une certaine vitesse, mais indépendamment, chez estivum et chez durum, c'est la même vitesse. Ils accumulent le même nombre de copies sur un pas de temps, quelques centaines de milliers d'années. C'est un peu hallucinant comme résultat, mais ça colle bien avec les hypothèses qu'on avait émises. Et alors, l'impact de la polyploïdie, je ne le vois pas. Je pense qu'on ne le voit jamais. C'est-à-dire qu'on ne voit jamais plus de transposition chez
un tétraploïde que chez un di, et chez un hexaploïde que chez un tétraploïde. Il n'y a pas de burst de transposition qui suit une polyploïdisation, donc l'impact est un peu, en tout cas, on n'en voit pas. Et par contre, ce qu'on voit, c'est une sorte d'équilibre. Et ça, j'aime bien ça. Allez, je suis long, je termine par mon tout dernier chapitre, puisque je sais qu'on a quand même séquencé Renan, on l'a publié il y a un mois ou deux. Donc, je vais vous parler du séquençage du génome de Renan, et notamment parce que il y a un point qui est important pour la plan génomique. Donc, c'est une collaboration avec l'équipe de Jean-Marc Horry, notamment au Génoscope. C'est Jean-Marc qui est leader sur cet article, avec moi-même. Voilà, Renan, simplement, c'est un blé hexaploïde, hein, comme Chinese Spring, sauf que, voilà, je pense qu'André connaît bien. On y a intégré, enfin, voilà, dans les années 80, il y a eu, ou même peut-être fin des années 70, une introgression, c'est-à-dire voilà, l'intégration d'un morceau d'ADN venant d'une espèce sauvage qui s'appelle Ventricosa. Cette espèce sauvage, voilà, c'est un tétraploïde ND, et il y a un morceau du 2N qui est venu ici, et un morceau du 7D qui est venu ici. Donc ces deux introgressions sont très connues depuis longtemps, par contre leur contenu n'est pas très connu. Par contre, voilà, on sait qu'elles portent tout un tas de gènes de résistance à des pathogènes, et comme on a séquencé ce génome, évidemment on a voulu s'intéresser un petit peu à voilà, est-ce qu'on retrouve ces introgressions, quelle taille elles font. Bon, j'en dirai pas plus, mais j'en dirai pas beaucoup, mais en tout cas ce que je vais dire, c'est que ce génome, on a réussi à l'assembler, bon, on a nos ports Illumina, etc., peu importe les technos, mais on a 21 chromosomes bien assemblés et tout, qui nous a permis de faire une comparaison de Chinese Spring Renan assez précise, et notamment, c'est pour vous mettre le doigt sur le fait que, encore une fois, la notation des gènes, c'est un problème. C'est-à-dire que si on fait une annotation des gènes de Renan comme ça, à l'aveugle, on va trouver des différences monumentales avec Chinese Spring. Alors que ces différences n'existent pas, c'est simplement que prédire les gènes est compliqué. Donc évidemment, ce que les gens veulent faire maintenant chez le blé, c'est d'utiliser les 107 000 gènes que tout le monde utilise chez Chinese Spring. Ces 107 000 gènes, je voudrais savoir quel est leur allèle, où est-ce qu'ils sont chez Renan. C'est ça la question. Mais en fait, même ça, c'est pas simple. La plupart des gens font du GMAP, c'est un outil bien connu. Voilà, on fait un GMAP, on a un gène connu, on regarde où il est. Mais ça marche dans beaucoup de cas, certes, mais il y a quand même 12% des cas où on ne retrouve pas notre gène, alors qu'il est là. Parce qu'il est dupliqué, etc. C'est super ambigu. Ça représente quand même 12 000 gènes. Alors, on n'allait pas délivrer une annotation aussi pourrie. Donc, c'est Hélène Rimbert dans l'équipe qui a développé un outil qui s'appelle Magat, justement pour faire quelque chose d'un petit peu plus propre. Magat, la philosophie derrière, c'est de dire plutôt que d'aller mapper un gène qui va mapper à plein d'endroits différents, et puis on va avoir des alignements un petit peu douteux, il faut considérer son environnement en élément transposable. Parce que son environnement, il est spécifique de ce locus. On peut designer plein d'ISBP autour. Ces ISBP, ils sont uniques à l'échelle du génome. Ce qui veut dire que si vous connaissez un gène et son environnement en élément transposable, vous pouvez prédire chez Renan où il se trouve, parce que vous allez retrouver ces ISBP, ils sont souvent conservés. Ainsi, vous identifiez une région cible pour laquelle vous pouvez identifier votre gène, et c'est ce que fait ce programme Magat de façon automatisée, et c'est ce qu'on va pouvoir lancer sur l'ensemble des génomes qui vont maintenant être produits chez le blé tendre, mais pas que. Grâce à ça, on peut remapper un gène, repositionner finalement les exons, etc., de façon automatisée. Ça, c'est top. Et ce qu'on a pu voir, c'est que ce n'est pas 12% des gènes qui manquent, c'est 2% à peine. Entre Renan et Chinese Spring, finalement, les 107 000 gènes de Chinese Spring, ben, on en retrouve 98% chez Renan. Et on a identifié 4000 gènes spécifiques de Renan en faisant une annotation finalement voilà, des régions spécifiques de Renan. Donc j'en termine en disant un mot sur les introgressions, bien sûr. Voilà, on n'a encore pas fait énormément de caractérisation, mais on les voit bien. C'est-à-dire que ce segment d'ADN qui a été introduit par les sélectionneurs il y a bien longtemps, on le retrouve effectivement en bleu ici. Donc, si vous voulez, le 2A, le chromosome 2A, il s'aligne entre Renan et Chinese Spring parfaitement jusqu'à ici, là. Et ensuite, ça n'a plus rien à voir. Enfin, en tout cas, c'est un génome N qui n'a rien à voir avec le génome A, même s'il y a des gènes en commun, il y a beaucoup de gènes spécifiques, et la variabilité est aussi grande qu'entre du A et du B, on va dire, hein, entre A et N. Donc, c'est assez facile à voir.
Cette introgression, voilà, elle s'est produite par un mécanisme de recombinaison. Je ne sais pas trop, moi, personne ne peut prédire comment ça s'est passé, mais en tout cas, l'événement de recombinaison, il s'est produit dans un gène, voilà, qui est un grand gène. Et ça a créé finalement chez Renan un gène un peu chimérique entre du ventricosa et du estivum. Et pour la deuxième introgression, hein, celle qui est sur le chromosome 7D qui contient le gène PCH1, c'est un fragment un petit peu de la même taille. Hein. Vous avez à peu près 30 mégabases, 35 mégabases, qui ont été ajoutées, enfin, qui ont remplacé finalement le segment existant chez estivum, ici chez Renan. Alors le D de ventricosa est assez proche du D de estivum, donc beaucoup de choses s'alignent. La fin est inversée, mais beaucoup de choses s'alignent. On a beaucoup de gènes en commun, hein, même si ce sont des allèles différents, comme beaucoup de gènes en commun. Et on voit ici quand même une transition entre quelque chose qui est très conservé et quelque chose qui l'est moins. Donc on peut aller identifier ici le point d'introgression. Et encore une fois, le point d'introgression, la recombinaison entre estivum et ventricosa, enfin entre du D et du DV, s'est produit dans un gène qui devient un gène chimérique chez Renan, entre deux espèces, un hybride, quoi. Voilà, qui sépare finalement quelque chose de très conservé à quasiment 100% d'identité nucléotidique à quelque chose qui diverge de l'ordre de 3% de divergence nucléotidique. Je suis probablement très long, mais ces analyses sont en cours. En tout cas, les introgressions, c'est une source de diversité, une nouvelle source, hein, de diversité dans les variétés élites modernes qui n'existaient pas voilà, chez Land Rice. Et toutes ces analyses sont en cours, on va dire. Et en termes de diapo de conclusion et de perspective, je dirais que voilà, on est effectivement, le blé a atteint l'ère de la pangénomique, mais que dans cette ère, la notation compte beaucoup. Voilà, sinon, on dit n'importe quoi. Et nos perspectives, c'est d'aller séquencer finalement un représentant de chacun de ces groupes monophylétiques qui ont été définis dans le travail de François Balfourier et al., de la diversité mondiale, pour avoir un représentant par groupe, si possible un représentant qui soit non admixté, pour pouvoir reconstruire finalement des haplotypes ancestraux et aller voilà, faire un premier pas vers un pangénome de qualité du blé tendre. Alors ça, on en discute en association avec le consortium qui a déposé un projet à la NSF, et puis avec nos collègues d'IPS2, Moussa Benhamed notamment, qui se joindrait à nous dans ce projet qui n'est pas démarré, mais qu'on souhaite mener. Voilà, j'ai été très long, je m'en excuse. Je vous remercie pour l'attention. Et je remercie, j'ai peur d'oublier du monde, mais je remercie tous mes collègues et mes collaborateurs, même si je n'ai pas fait le tour de tous les collaborateurs probablement, parce que j'ai tracé beaucoup de choses. Mais merci à tous, merci pour l'attention. Merci à vous, Frédéric. Ne vous inquiétez pas pour le temps, parce que je crois que les auditeurs ont été très intéressés. Ah, eh bien, écoutez, merci, tant mieux. Le vrai Thierry Langin nous a rejoint. Bonjour à tous. Merci pour ton lien, Thierry, tu m'as sauvé la mise, sinon je ne pouvais pas me connecter. Bon, bah, écoute, Voilà. c'est utile. Et je vais essayer de relayer les questions qui sont posées par les auditeurs. Là, donc, n'oubliez pas, vous pouvez aller mettre vos questions là, sur l'espace questions et réponses, et puis je les transmettrai oralement à Frédéric. Et il y en a une là de Pierre Deveau, qui te félicite pour la présentation, mais qui te demande de définir le terme. Voilà, qu'est-ce que tu mets derrière pseudogène? Oui, c'est une excellente question qu'on me pose souvent d'ailleurs, je dois dire. Et je pense que cette définition, elle ne sera pas la même selon le domaine dans lequel on vient, mais très clairement, il y a une définition évolutionniste derrière, c'est de dire qu'un pseudogène, c'était un gène soumis à pression de sélection, qui apportait une fonction voilà, ancestralement, et qu'aujourd'hui, ça n'est plus le cas dans l'organisme qu'on regarde. Donc, il y a une trace de ce gène, on le voit parce qu'on voit encore quelque chose qui ressemblerait à du codant, mais dont on doute que ce soit fonctionnel. C'est là que la définition derrière, elle est vaste, et en fait, bon, la définition maintenant, c'est la définition des bioinformaticiens, qui ne font pas tous de l'évolution, mais en gros, si on n'arrive pas à trouver les signes structuraux qui définissent ce qu'on appelle un gène codant une protéine,
C'est-à-dire que ça commence à un codon start, ça finit à un codon stop. Il y a des exons, il y a des introns avec des pieds d'un dont on pense que c'est GTAG, et on pense que ça ne peut pas varier. Donc le bioinformaticien va dire, ça ne remplit pas les critères de ce que j'appelle un gène, je l'appelle pseudogène. Donc, quand on dit qu'on a des pseudogènes dans un génome, c'est souvent la définition du bioinformaticien qui n'a strictement aucune idée de si ce qu'il voit a une fonction, soumise à pression de sélection. Donc voilà, moi je donne les deux définitions. La vraie définition, c'est une séquence qui n'a plus de fonction soumise à pression de sélection, qui est en train de dériver vers quelque chose qui va finir par être perdu, qui a accumulé un certain nombre de mutations qui font qu'il est plus fonctionnel. Par exemple, le plus souvent, en fait, c'est que votre gène il est tronqué. Vous voyez que le début ou que la fin de quelque chose qui existe chez toutes les autres plantes, par exemple. Bon, ça, c'est assez facile de dire, bon, voilà, ça n'a pas l'air bien fonctionnel, il ne reste plus que le dernier exon. Et en fait, personne n'en sait rien. Et il faudrait vraiment faire des manips pour dire, effectivement, ceci n'est plus fonctionnel. Donc voilà, je pense que quand on écrit pseudogène dans une publication aujourd'hui, enfin, quand on lit pseudogène dans une publication aujourd'hui, c'est la définition du bioinformaticien bête et méchant qui dit « ça ne ressemble pas à un gène ». Merci Frédéric. Là, il y a Georges Fraissinet, je crois qu'il y a un commentaire et puis deux petites questions à te poser, Georges. Frédéric, Oui, vous pouvez aussi quitter le partage d'écran. Oh bah, on se verra. Ça marche. Hop. Voilà. Merci pour la présentation d'abord, donc qui était parfois un peu difficile à suivre parce que pour les gens qui ne sont pas spécialistes comme moi du génome, même si j'ai suivi ça de manière très, très lointaine. Juste un commentaire peut-être. Moi, ce qui m'a frappé, c'est à la fois la variabilité et la stabilité. Ce que je veux dire, c'est que si j'ai bien compris, on retrouve toujours à peu près 20% de gènes dispensables, enfin, bon, dépendant comment on fait les calculs, mais donc à la fois quelque chose de très variable et à la fois quelque chose quand même qui laisse pas faire n'importe quoi, on pourrait dire. Donc ça, c'était un commentaire. J'avais deux petites questions. Frédéric, tu as signalé qu'on avait gagné des gènes dans Renan, en particulier sur des résistances aux pathogènes. Est-ce qu'on en a perdu dans le morceau qu'on a perdu? Oui, bien sûr. Oui, et est-ce qu'on a perdu des gènes qui pourraient être importants? C'est une excellente question. Je n'ai pas fait cette recherche de QTL, par exemple, dans le morceau perdu. C'est tout à fait probable, hein, même s'il n'a pas été identifié. Je pense que voilà, il y a à peu près 500 gènes sur le chromosome 2 et 500 gènes sur le chromosome 7D qui ont été perdus, mais remplacés par d'autres. Oui. Parce qu'en fait, voilà, ce ne sont pas des translocations, c'est-à-dire ce n'est pas juste un ajout d'un segment d'ADN, c'est bien un remplacement de séquence, un remplacement homéologue, même si voilà, c'est un remplacement homéologue. On perd 500 gènes, on en récupère 500. Alors, évidemment, comme le génome N de Ventricosa avait divergé il y a longtemps du génome A, il avait accumulé tout un tas de différences, mais l'immense majorité des gènes étaient quand même en commun. Enfin, voilà, c'est comme comparer de l'orge et du blé, vous avez encore énormément de gènes en commun, les gènes voilà, orthologues. Puis, il y a une petite portion de gènes qui vont être spécifiques. Donc, je n'ai pas encore fait ce bilan, mais il faut s'imaginer que dans les gènes qui ont été apportés, on a 90% des gènes qui ont été remplacés par, même peut-être 95% des gènes qui ont été remplacés par un allèle Ventricosa, et puis on a 5% peut-être de gènes qui étaient dans Ventricosa et absents du segment 2A, par exemple. Voilà, donc c'est pour la plupart un remplacement et de l'ajout. Ouais. Non, parce que une des choses qui, moi, m'intéresse dans ces histoires de pangénome, c'est les gènes critiques qu'on voit indispensables. Est-ce qu'on pourrait, dans l'avenir, envisager de les introduire par cisgénèse?
Oui, bien sûr. Je pense que c'est même, je pense que pour le moment, personne ne fait comme ça, mais ça devrait faire partie quand on fait des gènes candidats, des informations qu'on prend en compte. C'est-à-dire, voilà, considérer que faire partie du génome dispensable est un bon indice, par exemple, que c'est un gène d'intérêt. Et considérer cette information, voilà, quand on s'intéresse à des gènes contrôlant des caractères d'intérêt. Par exemple, si vous voulez, bon, j'ai regardé évidemment ce qui était amené par ces deux introgressions. J'ai regardé un petit peu plus finement, je ne parle pas de tout, mais on a ce gène PCH1 de résistance au pied inverse sur le chromosome 7D, donc, qui était visiblement apporté par ventricosa et qui n'était pas présent chez Stivum. Ben, moi, quand je fais une analyse bioinformatique de la région, je peux assez facilement voir quels sont les gènes qui sont en présence-absence ou qui sont en CNV. Parce que des gènes qui sont dans le segment introgressé, il y en a 500. Alors, à l'œil, 500, pour trouver un candidat, bonjour. Par contre, on peut en éliminer 450, ou 400, même peut-être un peu plus, qui sont des gènes qui finalement ne sont que les versions ventricosa de gènes existants. Et par contre, on peut s'intéresser directement aux gènes, voilà, du génome dispensable pour dire, bah, sur mes 500 gènes, bah, déjà, j'ai plus que 50 candidats. Et en plus, si je fais une analyse un peu fonctionnelle, je vais regarder qu'est-ce qui est de type gène de résistance. Boum, il ne reste plus que 3-4 candidats. Et on identifie assez facilement, j'ai identifié assez facilement un gène pour lequel bah, il y a une copie chez Chinese Spring, et puis il y en a plein chez Renan. Donc, tout de suite, alors ça n'est que de la bioinfo, il y a zéro manip derrière, hein, mais rien qu'en considérant voilà, ces concepts un peu de gènes dispensables, etc., on peut déjà cibler des gènes candidats sans même avoir fait de fine mapping ou des choses comme ça. Ok. Peut-être la deuxième question, Thierry, si tu me permets. Je ne sais pas si, enfin, je sais pas si c'est possible, si c'est intéressant de faire, mais je me dis pour les variétés qui ont des durées de vie longues, type Renan, hein, c'est-à-dire qui sont sur le marché depuis de nombreuses années et qui vont probablement y rester. Est-ce qu'il serait intéressant de rechercher, de séquencer la variété, enfin la plante le plus près de l'origine et la plante que l'agriculteur utilise actuellement, et de voir s'il y a eu des évolutions importantes dans ce court laps de temps d'une vingtaine d'années. Ah, ce serait extra, ouais. Oui, bien sûr, ce serait extra, une sorte de, voilà, dans un pas de temps très court, regarder un petit peu les mutations accumulées. Oui, c'est bon, c'est pas en cours, hein, je peux pas dire que j'ai ça en cours, mais ouais, ce serait extra. Alors après, est-ce qu'on serait capable de ressortir une graine des années 80 de Renan? Oui, il faudrait voir ce qui a été gardé. Hein. Ouais, je ne sais pas. Mais ouais, ce serait fantastique. Ah oui, absolument. Ok, merci. En tout cas, la grande question qui est de savoir pourquoi cette variété est sur le marché depuis si longtemps, d'un point de vue de l'analyse bioinformatique, pour répondre à cette question, je ne sais même pas quoi regarder. J'avoue, je ne sais même pas comment répondre à cette question. Qu'est-ce qui fait que cette variété voilà, est comme ça dans le marché, pourquoi elle est si... Bon, j'imagine qu'elle est résistante à tout un tas de trucs et qu'elle se comporte bien, elle n'est pas dépassée. Mais que faire en termes d'analyse du génome pour répondre à ça? C'est difficile à dire. Frédéric, il y a une autre question de Pierre Deveau qui tourne autour là, de ce que tu connais bien, les éléments transposables. Alors, la question est double. Hein. La fonction des ET, enfin, des éléments transposables est-elle bien connue? Et puis le corollaire, ceux qui s'intègrent, les copies qui s'intègrent dans les promoteurs, bon, comme tu l'as mentionné dans ton topo, ont-ils une fonction de régulation dans l'expression des gènes, on imagine, qui sont contrôlés par ces promoteurs? La fonction des éléments transposables, c'est une question... je suis intarissable, j'espère que vous avez du temps devant vous. Mais comment aborder le sujet? Voilà. La fonction de quelque chose, déjà, c'est assez philosophique. Mais est-ce que quelque chose est là parce que ça a une fonction?
C'est difficile à dire. Je ne considère pas que les éléments sont là parce qu'ils apportent une fonction. Et de fait, si vous voulez, ces 4 millions d'éléments transposables, pour l'immense majorité d'entre eux, ils seront perdus. Dans les centaines de milliers, millions d'années, ils seront perdus, ce qui démontrera que ils pouvaient être perdus, donc ils n'ont pas de fonction. C'est un raccourci bizarre, mais et de fait, si vous voulez, les gens qui travaillent sur les fonctions, qui veulent absolument attacher une fonction aux éléments transposables, finissent par dire, regardez, j'ai des éléments transposables qui régulent des gènes. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Je pense que c'est évident. En plus, si vous voulez, 85% du génome, c'est des éléments transposables. Donc, n'importe quelle petite séquence prise au hasard sera de l'élément transposable chez le blé. Et évidemment, c'est une source d'éléments régulateurs des gènes. Est-ce qu'ils sont là pour ça? Même la question n'a pas de sens. Ils ne sont pas là pour réguler les gènes. Mais effectivement, fortuitement, les éléments transposables, à un moment donné, peuvent être sélectionnés pour une fonction régulatrice d'un gène. Et je pense qu'il y a beaucoup d'espèces chez qui ça a été démontré. Et que si on faisait cette analyse chez le blé, d'ailleurs, c'est un projet que j'ai aussi, c'est de regarder finalement combien de gènes voient leur expression contrôlée par un élément transposable voisin. On va en trouver. Est-ce qu'ils sont là pour ça? Est-ce que c'est leur fonction? Moi, je ne fais pas absolument pas du tout ce raccourci, non. Non. Par contre, l'impression que j'ai, ce que je vois quand j'analyse les éléments transposables, c'est qu'ils ont un rôle, mais pas individuellement. Ce n'est pas la copie qui a un rôle, mais globalement, ils ont un rôle de brique d'architecture du génome, qui fait que le génome ne peut pas fonctionner s'il n'est pas architecturé comme il faut. Et de fait, on le démontre en disant que, par exemple, la taille des régions intergéniques est quelque chose qui a l'air d'être sous pression de sélection. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rapprocher des gènes ou les éloigner beaucoup parce que, finalement, ils ont besoin probablement de cette structure pour être exprimés correctement, régulés correctement, pour que la ségrégation se fasse correctement en méiose, en mitose, etc. Donc, si vous voulez, le rôle des éléments transposables d'un point de vue structural, tout le monde le connaît, c'est les centromères. Tout le monde comprend très bien qu'un centromère, ça a une fonction, puisque ça permet de tracter les chromosomes en mitose, en méiose, au moment de la division cellulaire, tout ça. Et les centromères, c'est des éléments transposables qui vont lier un variant d'histone bien spécifique. Et ça, tout le monde peut comprendre que finalement, oui, les éléments transposables, ils ont un rôle pour le bon fonctionnement du génome. Et moi, ce que je pense, c'est que chez le blé, il faut voir, on l'a compris pour le centromère, maintenant, il faut le voir à l'échelle du génome complet, et c'est vrai, probablement, pour que la chromatine soit fonctionnelle, quoi. Donc, je pense plus à un rôle structural extrêmement conservé, mais pas une pression de sélection qui s'applique sur une copie d'un TE parce que lui, il a un rôle. Voilà. Si un élément transposable est sélectionné parce qu'il a un rôle dans la régulation d'un gène, ou parce qu'il a un rôle, je veux dire, il a une fonction cellulaire, dans ce cas, il faut l'appeler un gène. Si un élément transposable devient fonctionnel et soumis à pression de sélection, ce n'est plus un élément transposable, c'est un gène. Voilà, par la définition du gène. Ouais, pardon, je parle trop, je réponds peut-être trop, mais merci pour la question. Je n'ai pas vu le chat, mais... Ah oui. Il y a une question de Valérie Geffroy. C'est les éléments transposables qui ont un LTR, peuvent-ils être à l'origine des ADN satellites? Alors, je ne sais pas si Valérie peut prendre la parole ou compléter. J'imagine que oui, bien sûr, ils peuvent l'être. En tout cas, moi, j'en ai pas vu. Et si elle pense à quelque chose de bien particulier lorsqu'elle parle d'ADN satellite. Je vois bien ce qu'est l'ADN satellite. J'en ai vu quelques exemples chez le blé, mais qui en général ne sont pas des LTR. Mais je ne doute pas qu'on trouverait, si on cherchait, probablement de l'ADN satellite issu de LTR. J'avoue que je n'ai pas fait la recherche. Mais Valérie, si tu peux
compléter, ou si ta réponse me va, enfin, te va, n'hésite pas, mais j'en ai pas vu, non. Donc, je pense que les auditeurs ne peuvent pas ouvrir leur micro, c'est ça, hein? Je pense que c'était comme ça. Ouais. Oui. Ah si. Ah non. Moi, je peux poser une petite question là Oui, Thierry. sur ces gènes dispensables. On a déjà discuté de ça, mais parce qu'on peut voilà, ces gènes qui ne sont pas présents chez tous les génotypes. Une fois qu'on a curé, c'est-à-dire que tu as éliminé les faux gènes dispensables, c'est-à-dire ceux qui ont été mal annotés, comme tu l'as dit, mais les vrais gènes dispensables, finalement, soit ta vision, c'est des gènes acquis par un mécanisme ou un autre, ou c'est finalement des gènes qui existaient dans un ancêtre commun où tous ces gènes étaient présents, et finalement, ce que ces gènes dispensables, c'est le fruit des processus de sélection qui en ont éliminé certains et puis conservé d'autres, et puis pas les mêmes en fonction des environnements dans lesquels le blé a été amené de pousser. C'est quoi ta vision, ou c'est un peu des deux? Oui, ouais, pour la réponse simple, c'est de dire que c'est un peu des deux, mais de fait, je ne pense pas que la contribution, comme tu l'expliques, de gènes finalement ancestraux qui seraient présents plus que chez un ou deux ou trois accessions, je ne pense pas que ça ce soit excessivement courant. Je pense non, que ce sont des acquisitions récentes de gènes, et l'immense majorité d'entre eux, ce sont des duplications. Hein. Ce sont des duplications de gènes, on en voit énormément, des duplications avec des copies qui évoluent vite. Ça, je pense que c'est l'immense majorité du génome dispensable. Moi, j'ai envie de l'appeler le génome dispensable parce que si d'autres considèrent que, si tu veux, tu as une BSLRR, enfin, tu en as 10 copies, puis chez l'autre variété, tu en as 11, 12, 13, mais en fait, bon, il faut considérer que c'est un gène et c'est tout. Donc, c'est le corps. Des gens disent ça. Ils ne s'intéressent au dispensable que si c'est vraiment de la présence-absence, c'est-à-dire que le gène, il n'y a aucune copie équivalente. Mais de fait, lorsque je vois ce que vous faites sur les résistances, à chaque fois que vous identifiez un gène, bien souvent, un nouveau gène de résistance à un pathogène bien spécifique, ça n'est qu'une copie supplémentaire d'une famille déjà connue et déjà très représentée. Et je pense qu'il faut les considérer comme des copies du génome dispensable. Et là, du coup, le travail devient compliqué. Parce qu'aller dire, ma famille de LRK, là, j'en ai 30 copies chez Renan, puis j'en ai 28 chez China Spring, ça déjà, c'est une analyse en termes de bioinfo qui est très compliquée à faire, mais je pense que c'est des choses qu'il faut qu'on fasse. Je pense que, voilà, pour répondre à ta question, je pense que la plupart viennent de duplication de copies. Et puis, il y a effectivement une part de PAV, hein, de vrais PAV, hein, des gènes qui sont vraiment présents ou absents. Alors, c'est rare, hein, parce qu'il faut que ce soit, en général, c'est vrai que sur un sous-génome. Ça veut dire que là, tu n'as vraiment qu'une copie, hein, qui est sur A, elle n'est pas sur B, elle n'est pas sur D. Cette copie présente sur A, elle est des fois présente chez certains, des fois absente chez certains. Et ça représente beaucoup moins, je pense, que les variations du nombre de copies. Ce sont des vrais PAV, et je pense que ce sont des gènes qui, pour la plupart, ont été acquis récemment par des mécanismes, comme tu dis, dont on se demande bien d'où viennent ces gènes. Ok. Vous avez d'autres questions? Simplement, Yvette Daté a donné la parole à Valérie Geffroy et Aurélie Petit. Donc, si elles veulent intervenir, il faut qu'elles mettent en route leur micro. Voilà, oui. Valérie a mis en route. Allez-y. Bonjour. Bonjour Valérie. Merci pour ce super topo. Oui, ma question, c'était plus quand tu parlais des centromères et du fait que tu avais beaucoup d'éléments transposables dans les centromères. On sait aussi que dans les centromères fonctionnels, il y a beaucoup d'ADN satellites avec une unité de base assez longue. Donc, c'était le sens de ma question. C'est un peu l'œuf ou la poule. C'était est-ce que tu penses que les nested LTR éléments transposables à LTR peuvent donner naissance en fait aux copies d'ADN satellites? C'était ça ma question. Oui, totalement. Totalement. J'en connais pas grand-chose, à vrai dire, hein, mais j'avais regardé un petit peu qu'est-ce qui faisait les centromères chez le blé, et c'est effectivement des LTR rétrotransposons de deux familles bien particulières, mais ce sont des éléments complets.
Il n'y a pas que le LTR, hein, il y a toute la partie interne de l'élément. Et puis cet élément a fait 1000 ou 2000 copies de lui-même qui sont insérées les uns dans les autres. Alors, ce n'est pas de l'ADN satellite. Hein. Ce n'est pas un motif répété en tandem. Si tu appelles, enfin, moi, ce que j'appelle l'ADN satellite, ça va être un motif répété en tandem sur de grandes distances qu'on va retrouver chez d'autres centromères de plantes. Chez le blé, ce n'est pas le cas. Hein. Les centromères, ce n'est pas du satellite. Et chez d'autres plantes où c'est du satellite, je pense que tout. Oui. Au hasard, chez le haricot, on a des satellites, des ADN voilà. satellites. Et après, voilà, je n'ai pas fait l'analyse, mais je suis convaincu que ça peut être une portion de LTR. Oui, absolument, oui, mais je me souviens avoir fait une analyse, je ne me rappelle même plus de l'espèce, c'est peut-être bien l'orge, où j'avais trouvé effectivement une répétition satellite, mais ça n'était pas de l'élément transposable. C'était un motif, je ne sais pas, de 200 paires de bases qui n'avaient rien de particulier. Donc j'en ai pas vu. Voilà, de l'ADN satellite issu de LTR, j'en ai pas vu. Ok. Il y a André qui veut poser une question. André. Oui, moi je reviens sur le cas de Renan. Je n'ai pas bien compris le mécanisme de recombinaison. Est-ce qu'on peut dire que c'est une recombinaison homologue finalement? Ah oui, totalement, oui. Totalement. Totalement. Oui. On va l'appeler homéologue. Enfin, je sais. Oui, non, mais si... recombinaison entre zones homologues. Voilà, et qui s'est faite dans un gène. Donc, ce gène entre ventricosa et estivum, il était, enfin, entre le N et le A, il était conservé à hauteur de 98-99% d'identité nucléotidique. Donc, il y a des divergences nucléotidiques entre ces deux gènes de deux espèces proches, mais ça n'a pas empêché un événement de recombinaison homologue. Je pense que c'est de la recombinaison homologue, même si je n'ai pas tous les mécanismes en tête, mais c'est de la recombinaison homologue classique, un crossing over, quoi. Oui, tout à fait, d'accord. Donc, ce n'est pas l'introgression d'un segment chromosomique supplémentaire. Pas du tout, non, pas du tout. Non. Mais comment tu interprètes le fait que dans les deux introgressions là, que tu nous as montrées dans Renan, là, les deux grandes introgressions, les deux fois, finalement, la zone dans laquelle cet événement de recombinaison homologue s'est fait, c'est un gène? Est-ce que voilà, je pense que c'est pas par hasard. C'est clairement pas par hasard. Avec, je sais pas, avec la transcription, il y a des modèles qui montraient ça, enfin qui proposaient ça comme pour expliquer les hotspots de recombinaison. Voilà, c'était les zones qui étaient transcriptionnellement très actives. Est-ce que voilà, oui, je pense que je ne suis pas le mieux placé pour en parler, mais je pense que voilà, si Pierre était là, il en parlerait mieux que moi, Pierre Sourdi, mais effectivement, moi, je pense que lui, dans son équipe, voit depuis longtemps que les crossing over ont plutôt tendance à tomber proche des gènes, voire dans les gènes, chez le blé. Voilà, l'hypothèse qu'on fait toujours, c'est de dire que c'est là que la chromatine est accessible aux protéines parce que ce sont des régions actives en termes de transcription. Moi, je pense que moi, j'ai pas la Bible en tête, mais je pense que c'est une hypothèse valable, même si je sais même pas si elle a été démontrée. En tout cas, entre le 2N et le 2A, de toute façon, les éléments transposables ont été complètement remaniés. D'accord ? Donc, la seule chose qui est conservée en termes d'identité de séquence et synthénique, hein, ce sont les gènes. Donc, si une recombinaison devait se produire entre du N et du A, et si cette recombinaison se produit entre deux séquences conservées et qui sont à égale distance du télomère ou du centromère, enfin, tu vois ce que je veux dire, ça ne pouvait tomber que dans un gène. Si ça tombait dans un élément transposable, ça donne quelque chose qui n'est la recombinaison qui n'est pas, comment on dit, c'est des événements de recombinaison inégaux, quoi. Ça donne, voilà, ça se fait pas sur un locus homologue. D'accord ? Donc entre le N et le A, on pouvait dire, de toute façon, ça pouvait tomber que dans un gène. Donc c'était difficile de dire que c'était une preuve que la recombinaison ne se faisait pas dans les régions intergéniques. Bon, c'est difficile, mais par contre, sur le D, sur le 7D qui est recombiné avec le 7D de ventricosa, là, c'est pas pareil. Là, les éléments transposables qui constituent les régions intergéniques, ils sont conservés, puisque c'est du D avec du D. Et encore une fois, l'événement de recombinaison s'est produit dans un gène. Donc, je pense qu'on est loin du cas qui est fortuit ou par hasard. Je pense qu'effectivement, il y a effectivement
une plus haute fréquence d'événements de recombinaison dans les gènes. Après, pourquoi? Je t'ai dit les hypothèses que j'en avais. J'avais Aurélie Petit qui avait essayé de se connecter, je crois. Oui, mais elle a envoyé un petit message pour dire qu'elle n'avait pas de questions. Enfin, Elle était à côté de Valérie Geoffroy. Oui. C'est que c'était très clair. Merci, Valérie. Merci Aurélie. est-ce qu'il y a encore des questions? Il y en avait une petite de Pierre en complément de tout à l'heure, la discussion en relation avec les OGM. On constate dans les OGM, quand on a une augmentation du nombre de copies d'un transgène, on a du silencing qui se produit. Et il dit comme question, les CNV ont-ils un rôle dans l'expression d'un gène? Est-ce que ce phénomène est identique pour les CNV? C'est une excellente remarque. Tu imagines que c'est Pierre Barret, non? Non, Pierre Deveau. Non, Pierre Deveau, ah pardon, je parlais OGM. Oui, Pierre, oui, c'est une excellente remarque. J'avoue que là, tu m'y fais penser comme ça. C'est tout à fait possible. Peut-être que je n'ai pas suffisamment fait la biblio là-dessus, mais le fait est que les duplications en tandem de gènes soient finalement impliquées dans la régulation de l'expression de ce gène et le silencing, c'est tout à fait possible. J'avoue, je sais pas, mais c'est tout à fait envisageable. Ouais. On est quand même dans un drôle de génome, parce que, voilà, un drôle de génome, je veux dire. Avant qu'on séquence le génome, moi, j'arrivais des bactéries, là, je me disais, bon, voilà, c'est un polyploïde, etc. Il y a beaucoup de gènes qui vont être présents sur A, mais pas sur B, pas sur D, parce que finalement, dans un polyploïde, on perd des gènes qui sont redondants. Et ça n'a pas l'air d'être le cas. C'est très peu le cas, c'est-à-dire que c'est un polyploïde qui est certes récent, hein, mais dans lequel on n'a pas perdu beaucoup de gènes redondants de fait de la polyploïdie. Hein. Et en fait, c'est le contraire. C'est-à-dire que non seulement on n'a pas perdu beaucoup de gènes redondants, mais en plus, il y avait déjà beaucoup de duplication de ces gènes chez A, chez B ou chez D. Et on se retrouve dans le cas où on n'a pas 3 copies, mais 4, 5, 6, puis des fois bien plus que ça. Donc, ouais, c'est tout à fait étonnant et compliqué. Je crois qu'on est arrivé là au bout des questions. Eh bien, et merci. Ce que je voudrais vous dire, Frédéric, c'est que vous avez beaucoup de remerciements et de félicitations pour votre exposé. Ça me touche beaucoup, merci. Donc, si vous le voulez bien, on va mettre fin à ce webinaire maintenant. Ben, merci pour l'invite et merci pour les discussions très enrichissantes. C'était un plaisir. Merci à tous. Merci à tous, présentateurs, animateurs et participants, et à une prochaine fois, un prochain webinaire dans le courant de l'année. Au revoir. Au revoir et merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.